Entre le 3 juin et le 24 juillet, Human Rights Watch s'est entretenu par téléphone avec 35 personnes ayant connaissance de 4 incidents au cours desquels les forces de sécurité camerounaises auraient commis des graves exactions. Alors, dites-nous un peu, madame, du moment où ce sont des enquêtes de terrain, est-ce que ces rapports méritent toujours d'être jetés, entre guillemets, sa suscitation de, je cite bien le président, dans la poubelle? Ce ne sont pas des enquêtes et les ONG ne sont pas habilitées à faire des enquêtes. Ce n'est pas leur travail. Ils font des rapports par rapport à des témoignages. Cette opération, j'en ai parlé plusieurs fois, qui tue qui du verbe tuer, elle a commencé avec l'armée algérienne dans les années 90, mais c'était déjà programmé. Elle s'est étendue bien après. Et l'armée algérienne a été accusée plusieurs fois au point où, dans le monde entier, on disait que c'était l'armée qui tuait. Et nous, les Algériens qui connaissions vraiment ce qui se passait chez nous, on disait c'est faux. Parce que quand on parle du terrorisme, quand on parle de la sécurité en Afrique, il y a l'avant 2001, le 11 septembre 2001, on ne parlait pas du terrorisme comme on parle aujourd'hui. Ça, il faut le préciser. À partir du moment où il y a eu l'histoire des deux tours, eh ben, le langage international a changé au niveau, les lois aussi. L'Algérie a fait changer beaucoup de lois. On a vu que l'armée algérienne était accusée d'avoir tué les moines de Tibérine. Alors qu'aujourd'hui, l'Algérie a ouvert le dossier, il est accessible aux journalistes, tout ça, c'est une affaire franco-française. Et ça, ils n'en parlent plus. C'est fini. Depuis que l'Algérie a ouvert les archives, on n'en parle plus. Il y a eu le détournement de l'avion d'Air France qui a atterri après à Marseille. Ça aussi, c'était une affaire franco-française. Les Français n'en parlent plus. Donc, il y a eu déjà des antécédents. Et c'est ça qui peut aider aujourd'hui le Cameroun et qui peut aider aussi le Mali, parce qu'il y a un antécédent. Mais dans les années 90, nous étions les pionniers dans cette histoire. Il n'y avait pas d'antécédent. Les ONG sont interdites depuis d'ailleurs, parce que c'est les ONG qui pourrissent les pays. Quand on parle de George Soros, quand on parle comment on finance justement le terrorisme, on finance les séparatistes, toutes ces révolutions de couleur, c'est à travers les ONG. Quand on reprend un petit peu ce qui... Quand on reprend un petit peu ce qui s'est passé en Algérie, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec 1 million de terroristes. Comment ? C'est par des ONG. Et à l'époque, qui c'est qui finançait ? C'était l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, c'est vrai que l'Iran a changé sa politique, mais il y a le passé qui est là. L'Iran était très impliqué. Dans les années 70, on ne parlait pas de chiites et de sunnites. Il faut toujours revenir à l'origine des choses. Donc, cette opération Kituki, ça concernait toutes les armées africaines. Il ne fallait pas qu'il y ait une armée solide en Afrique. Et ils ont essayé de détruire l'Algérie à travers tout ça. Ils n'ont pas réussi parce que le peuple était là. Et le peuple a cru en son armée. C'est une armée exactement comme l'armée malienne ou l'armée camerounaise. C'est des armées qui sortent du peuple. C'est des soldats qui viennent du peuple. Ce ne sont pas des mercenaires qu'on a ramenés chez nous. Déjà, vous voyez, il y a un lien entre les trois armées. Ce sont des armées populaires et multiethniques. Ça, il faut le souligner et c'est important. Mais après, on va avancer. À partir de quel moment on a parlé de l'armée malienne ? Avant que les vidéos ne sortent de l'armée malienne et de l'armée algérienne qui se sont réunies à la frontière, tout ça, et avant que le ministre des Affaires étrangères algérien ne parte au Mali pour dire nous soutenons le peuple malien, il y a aussi un autre événement, c'est que la France avait accusé la Russie de piller l'or malien pour qu'ils se fassent payer les armes qu'ils vendaient aux Maliens. Et là, les Russes ont publié dans un journal très proche de leur gouvernement un article qui expliquait que il y a une partie des armes qui ont été offertes par la Russie et une partie qui ont été payées par l'Algérie. Et c'est à partir de ce moment-là
qu'on a vu un revirement où l'armée a commencé à être attaquée. On va arriver au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Est-ce que vous pensez vraiment que ça plaise à la France qu'il y ait des accords entre l'Algérie et le Cameroun? Bien sûr que non. Donc, il faut chercher pourquoi, en ce moment, on est attaqué et qu'est-ce qui a fait changer, justement, la géopolitique africaine. Il faut savoir, c'est quoi ces accords? Ces accords, c'est beaucoup plus qu'on voit comme ça. Ce n'est pas des soldats qui vont s'entraîner en Algérie ou des soldats algériens qui viennent au Cameroun. Et vous remontez un peu et vous creusez un peu. Déjà, les Algériens utilisent des armes russes. Ça ne plaît pas. Ça veut dire que le Cameroun va se diriger vers les armes russes. L'Algérie utilise aussi quelques armes chinoises. Donc, forcément, le Cameroun, à un moment ou à un autre, s'il y a accord, s'il y a collaboration, ça va suivre le même chemin. Mais quelles sont les capacités aujourd'hui de l'armée algérienne? Nous sommes à 100% de nos munitions. Nous fabriquons aussi des missiles à petite portée. Nous fabriquons beaucoup de choses en Algérie. Il y a aussi des chars, tout ça, donc c'est accessible. Mais quand je dis munitions, ça veut dire que le Cameroun peut faire des entraînements, peut faire des manœuvres au moindre coût. C'est ce qui coûte le plus cher à une armée. C'est ce qu'elle utilise tous les jours. Et les munitions, c'est très, très cher. Des armes aussi, des armes de poing, ça coûte très cher quand on les achète à la Russie, quand on les achète mais une fabrication peut être possible. C'est ça les accords qu'il y a entre les deux pays. C'est approfondir justement la sécurité de ce qui se passe en Afrique par rapport au terrorisme, l'insécurité, le vol, il y a le trafic, il y a tout ça. Il n'y a pas que le terrorisme pur islamiste. Il y a le terrorisme aussi pour piller les gens, pour piller les mines. Le Cameroun va se diriger vers aussi le pétrole et le gaz, parce qu'il y en a au Cameroun. Qui sécurise les gazoducs? C'est l'armée qui sécurise dans tous les pays. Donc ça ne plaît pas. Pourquoi en ce moment on attaque l'armée camerounaise? Et quand on creuse un petit peu, ben voilà, il y a des nouveaux accords avec la Russie, avec l'Algérie, surtout que l'Algérie est un pays africain, donc les Algériens sur leur continent, ça ne peut pas plaire. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'armée algérienne? Il y a quelque chose de très important. C'est la transmission. Aujourd'hui, toutes les armées africaines passent par des satellites. À part l'armée algérienne, on passe par des satellites français. Est-ce que c'est normal tout ça? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du programme Pegasus ou pour espionner, on n'a besoin de rien. Il y a France Télécom qui fonctionne. Donc, chaque message qui est envoyé par un président, par un ministre, on peut remonter à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait. Toutes les conversations sont écoutées. Mais s'il y a collaboration entre deux pays autonomes qui veulent s'affranchir ou qui se sont affranchis, ça ne peut pas plaire. Donc le Cameroun est attaqué, non pas parce que son armée a fait des exactions, voilà. C'est faux tout ça. Les ONG ne sont pas là pour travailler un agenda africain. On travaille toujours au profit de celui qui nous paye. Et qui paye, qui finance. Tout, généralement, c'est la NED. La NED, c'est quoi? Les Américains eux-mêmes, ils disent la NED, c'est la façade civile de la CIA. Donc, quand on regarde et on met tous les anneaux l'un collés à l'autre, et ben on arrive à constituer une chaîne, et cette chaîne, elle ne peut que nous suivre. Il y a une chose qui est sûre, c'est que les Africains aujourd'hui ne tombent plus dans tous ces médias mensonges et ne croient pas. Donc, ça sera comme au Mali, on va soutenir notre armée, on va rester près de notre armée parce qu'on ne croit pas à ce qu'ils nous racontent et on n'a rien vu de bon de la part ni de la France ni des Américains. Donc, il faut chercher l'origine et pourquoi en ce moment-là. Et moi, je peux vous garantir que le lien qu'il y a entre tout ça,
c'est les accords qui sont en train de se faire entre l'Algérie et le Cameroun. Il y a aussi l'Afrique du Sud qui rentre dans l'histoire, mais il y a aussi l'armée malienne. Une fois qu'on passe le cap du vote, où il y a un gouvernement officiel reconnu par l'ONU, il y a beaucoup de choses qui vont changer en Afrique. Merci à vous. C'est le cas dans le cadre de cette émission, peuvent être considérées blanches comme neige quand même. Hein. Est-ce qu'il n'y a rien à vraiment poser sur le dos de ces armées, sur le terrain, dans le combat contre le terrorisme? Il n'y a rien à dire dessus? En termes de métaphore, elles peuvent être blanches comme neige. Elles peuvent être noires, cirées. Hein? Ça, c'est bon. Parce que c'est un continent noir. Oui, donc, oui. Alors, mais bon, plaisanterie mise à part, il y a une chose. Human Rights Watch, dont Madame Ilaria Allegrosi, comment dire, s'exprime en son nom, quoi. Voilà. Être disqualifié pour dire quoi que ce soit en ce qui concerne les droits de l'homme. Je m'explique. Monsieur George Soros, qui est le grand financier de Human Rights Watch à travers sa fondation, parce que Human Rights Watch, son grand pouvoir de fonds, c'est la fondation qui s'appelle Open Society Foundations. C'est George Soros. Voilà. Même un des créateurs de ce Human Rights Watch, c'est dans les années 1978, hein, a été aussi président de cette Open Society Foundations. Comment direz-vous? Cette Open Society Foundations. Voilà. Donc, on appelle ça un conflit d'intérêts. George Soros lui-même a été mis en cause dans la déstabilisation de la Guinée équatoriale à l'époque de ce mercenaire anglais là, Simon Mann. C'est Simon Mann qui l'a dénoncé, qui s'est exprimé. Il a mis en cause Bourdon, George Soros et d'autres. Donc voilà. Donc ce monsieur a des actions dans les mines africaines en particulier qui pillent. Et on a eu ce cas en Guinée par exemple. Il y avait un problème en Guinée sur les mines. Voilà. Et je crois que dans ce cas, en l'occurrence, c'est les mines de bauxite. Et que se passe-t-il? Comment quelqu'un qui défend des intérêts, nous savons que c'est un grand capitaliste, fait partie de ces mondialistes qui créent le désordre dans la planète. Comment une telle personne peut s'exprimer pour les droits de l'homme, sachant que ceux qui parlent pour lui sont ceux que lui finance? Bon, c'est le même problème pour le Covid, quoi. Voilà des gens qui vont nous parler de Covid, les vaccins, ceci, faut en faire la promotion, tout et tout, alors qu'en fait, ils reçoivent de l'argent des firmes pharmaceutiques. Ils ne sont pas crédibles. On dit ça en Afrique, la main qui donne au-dessus de la main qui reçoit. Est-ce que Human Rights Watch peut dire quelque chose qui va à l'encontre de George Soros? George Soros étant binational hongrois et américain, est-ce que George Soros peut dire quelque chose à l'encontre des États-Unis? Mais le président Badakene a dit tout à l'heure à propos de Ben Laden. Ben Laden, c'est pas un humain. On peut accuser, attendez, si on parle des droits de l'homme, les droits de l'homme concernent tous les humains. Qu'ils soient diable ou pas diable, terroriste ou pas terroriste, un humain, c'est un humain. C'est pas encore autre chose. Alors, comment ça se fait que lorsque les États-Unis attaquent au Pakistan la maison où habitait Ben Laden, d'abord, ils n'ont pas tué que Ben Laden, ils ont tué aussi des enfants, des membres de sa famille. Alors, je reviendrai sur le cas de Kadhafi si je peux. Alors, et ensuite, ils disent qu'ils ont jeté son corps dans la mer pour qu'il n'y ait pas de... Voilà la raison qu'ils donnent. Et c'est une raison juridique. Pour qu'il n'y ait pas de lieu où les gens pourraient venir faire la promotion, enfin en tout cas venir rendre hommage à ceux soi-disant terroristes. Et c'est pour la question, si ces personnes qu'on jette dans la mer, par exemple le cas de Ben Laden, ne méritent pas quand même de respect, même après leur mort. Mais c'est ce que le président Mandaki disait, et vous faites bien de le dire. Bien sûr, c'est les humains. C'est pour ça qu'on insiste sur le côté humain, puisqu'on dit droit de l'homme. Parce que là, Madame Ilaria Allegrosi, elle défend qui? Des terroristes. Attendez, il faut avoir le courage, Bakar, pour regarder des... Parce que nous, on reçoit des images. Puisque les gens savent que nous parlons dans les médias. On voit des images. Il faut avoir le courage pour au moins voir une... Vous voyez comment on égorge une dame? On l'a attachée, ici au Cameroun. C'est ce qu'il faut, c'est les Amazoniens. Alors, est-ce qu'ils sont plus humains, eux, que l'armée qui, elle, défend les populations? Et vous savez que si ces gens-là ont fait Flores, je parle de gens qui ont vendu cette partie du Cameroun à des sociétés privées canadiennes comme Kilimanjaro, si ces gens-là ont fait Flores, c'est-à-dire que flop, la population ne les soutient plus depuis longtemps, c'est parce qu'ils se sont mis à faire souffrir cette population, soi-disant qu'ils voulaient défendre. Soi-disant pour avoir une indépendance de l'Amazonie, alors qu'ils avaient déjà vendu le pays. En plus, ils ont fait souffrir cette population, c'est pour ça que la population collabore plutôt avec l'armée.
Et c'est pour cela, ces Amazoniens, ils attrapent, ils coupent. Mais vous voyez, il prend un couteau, il prend même pas une machine bien déguisée. Hein. C'est comme si il prend malin plaisir à ce que la personne souffre avant de mourir. Pourquoi une balle ne suffirait pas? Tant qu'à mourir, ramasser une balle plutôt que être comme ça, on te coupe comme si c'était un mouton. Il n'y a pas un problème de droit de l'homme qui se pose dans ce cas-là. Eh bien non, ça, madame Allegrosi ne regarde pas. Parce que c'est pas elle qui, moi, les images j'ai vues, tout ce qu'on peut faire comme rapport, c'est elle, elle n'en parle pas. Elle attaque l'armée camerounaise. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, mais c'est le président Madakani et Linda Labaoui, le seul but, c'est de démobiliser ces armées-là, de les empêcher, que ce soit l'armée camerounaise ou malienne, ou même à l'époque l'Algérie, c'est faire en sorte qu'ils ne vont pas à fond pour radicaliser ce phénomène terroriste. Et nous savons qu'il y a derrière le terrorisme, n'est-ce pas, ces Occidentaux? Avant, on ne savait pas, on discutait, on parlait de djihadisme. Mais d'ailleurs, c'était bizarre parce que comment on peut faire le djihad dans un pays qui est musulman? Vous dites que vous êtes musulman. D'abord, est-ce que l'islam a dit de tuer des gens comme ça? En masse en plus? Non. Alors, vous faites ça dans un pays qui est musulman, et dont on a compris que non, ce n'était pas du djihadisme, c'est juste des terroristes, et ils sont à la solde de l'Occident. Et de temps en temps, l'Occident se permet de tuer quelques-uns là. On a dit un grand terroriste parce qu'il n'obéit plus peut-être, ou alors, bon, il faut montrer comme quoi on fait quelque chose. Mais en réalité, on sait que ce sont des troupes à la solde de l'Occident. Donc, dans le cas de Ben Laden, là, revenons là-dessus. Lorsqu'on tue Ben, on verse son corps dans la mer. Tout être humain mérite une sépulture. Et bon, ou alors ceux qui brûlent leur corps, s'il y a des traditions où on brûle le corps, ils méritent ça au moins. Mais pourquoi Ben Laden n'a pas été... Si on l'avait brûlé, est-ce qu'il y aurait même pèlerinage? Vous voyez, ça n'a ni queue ni tête. D'abord, et puis on peut demander aux États-Unis, ok, vous l'avez jeté dans la mer, donnez-nous les coordonnées, où? Qu'on aille vérifier, qui était témoin? Vous pouvez prouver que vous avez fait ce que vous avez dit là? Non, ils ne diront rien. La même question sur Human Rights Watch, c'est la même question sur la CPI. C'est les mêmes gens qui créent ces organismes. Ils jugent ceux qui veulent juger, ils mettent au pilori ceux qui veulent mettre au pilori, et dans les intérêts de qui? De l'Occident impérialiste. Mais je veux chuter, hein, parce que je ne suis pas le seul à vouloir parler, et puis il y a trop à dire. On n'épuisera jamais ce discours. Ouais. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que nous, les Africains, nous sommes déterminés, quel que soit le prix à payer, à en finir avec la domination occidentale. Pas seulement en Afrique, dans le monde entier. Je dis par là que si l'Afrique venait à se libérer, hein, et j'espère que ça sera le cas rapidement, avec libération de continent africain, eh bien on ne va pas s'arrêter là. On va pourchasser ces gens-là, même dans les pays occidentaux, ils vivent. Parce que nous, on veut les éradiquer de la planète. On ne veut plus de ces gens-là. Et nous sommes contents d'avoir des alliés comme la Russie, puisque aussi bien la Russie, la Chine, l'Inde et tous ces pays, le Brésil, tous ces pays-là, ils sont d'accord maintenant pour le multilatéralisme. Vous vous rendez compte qu'une institution comme l'ONU, elle est à Washington, à New York, aux États-Unis, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Et les États-Unis ont un pouvoir tellement fort, on ne se comprend pas comment ils font passer, alors que les autres nations aussi ils sont membres permanents du Conseil de sécurité, ils ont même droit de veto, c'est le cas là aussi, la Chine. Mais comment ça se fait que les États-Unis, c'est toujours eux qui ont le dernier mot, et personne n'enquête sur eux? On a même parlé d'Israël tout à l'heure, le président Madaki, tu en as parlé, Israël. Comment ça se fait que ces États-là sont intouchables? Eh bien, dans ce cas-là, on ne peut plus continuer comme ça. Le multilatéralisme doit s'imposer. Et pour s'imposer, il faut mettre au pas. C'est pas les nations, hein, c'est pas les peuples qui sont en cause. Ce sont les dirigeants de ces peuples. C'est une histoire depuis de 1000 ans. Moi, je dis que ceux qui sont à l'origine de tous ces systèmes racistes, parce qu'en fait, la base, c'est le racisme. Hein. Souvent, on parle d'économie. Non, la base est raciste. Pas raciale, raciste. Ce sont ce que j'appelle, moi, les talmudistes. Parce qu'ils ont écrit, théorisé sur ce racisme. Bien avant Hegel, bien avant Gobineau, et même Hitler, ces gens-là sont encore vivants, là. On doit en finir avec eux. Ça veut dire que c'est eux ou nous. L'un d'eux doit disparaître, définitivement, de la planète Terre. Merci beaucoup à vous, professeur Jean-Paul Bellec. Alors, Issa...